et de FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Les mystères du phénomène OVNI de la préhistoire à nos jours. C'est le thème de cette soirée avec Franck Morin. Il étudie le phénomène OVNI depuis de nombreuses années. Il est ufologue, romancier et conférencier. Ses investigations se basent sur des données historiques, militaires, aéronautiques et psychologiques, ainsi que sur les univers imaginés par la science-fiction. Il vient de publier un livre aux éditions de la Vallée Heureuse dans la collection Terre et Espace, les mystères du phénomène OVNI, donc de la préhistoire à nos jours. On va l'accueillir tout de suite. Franck Morin, vous m'entendez ? Oui. Moi aussi. Moi aussi, je vous entends. Alors, est-ce que c'est votre premier livre ? Oui, dans ce domaine-là, c'est le premier. Et donc, il a été réédité l'année dernière. Et c'est un livre dont l'idée était de faire l'historique du phénomène OVNI en cherchant surtout d'abord à vérifier l'authenticité des sources et ensuite à comparer, une fois que les faits sont avérés, les caractéristiques de ces phénomènes aériens expliqués avec les performances de l'aéronautique civile et militaire pour voir si on peut mesurer ou quantifier les différences. Les caractéristiques et le comportement du phénomène, et puis à la fin, lister exhaustivement toutes les interprétations qu'on peut être en faire. Qu'il s'agisse de thèses sceptiques, de thèses militaires, de thèses extraterrestres ou d'autres alternatives métaphysiques qui sont apparues depuis quelques années. D'accord, alors on peut peut-être donner une définition de OVNI et ufologie ? Oui, OVNI signifie objet volant non identifié. Unidentified Flying Object en anglais, UFO. Donc, par définition, ça signifie pas extraterrestre, bien sûr, parce que c'est un raccourci qui est parfois fait. Certains organismes préfèrent les appeler les phénomènes aérospatiaux non identifiés, puisqu'ils considèrent que parfois on n'a pas la preuve de la matérialisation d'un objet. Donc, ils préfèrent l'appeler phénomène, comme le GEPAN, par exemple. Un ufologue est une personne qui étudie les phénomènes aérospatiaux donc non identifiés. C'est un terme encore un peu flou parce que on ne sait pas ce que signifie vraiment étudier. Est-ce que ça veut, sous quelle forme on étudie, est-ce que ça implique une publication, et ça préjuge pas non plus des méthodologies, des opinions ou des travaux. Il y a différentes écoles de pensée dans le domaine. D'accord, donc de la préhistoire à nos jours, parce que dans la préhistoire, déjà, on a des témoignages, peut-être pas des témoignages, mais des images qui représentent ces fameux ovnis. Oui, dans certaines cavernes préhistoriques, on trouve des fresques plus ou moins humanoïdes. Alors, il faut savoir que dans l'art pariétal préhistorique, c'était très rare d'avoir des représentations d'humanoïdes et de créatures. Et certains chercheurs s'étonnent de la forme de ces créatures qui parfois semblent équipées de scaphandres, comme c'est le cas dans le massif de Tassili, cette fresque qu'on appelle le grand dieu des Martiens, celui de Séphar. Mais en fin de compte, c'est très controversé comme sujet. C'est un peu la théorie des anciens astronautes, mais on n'a aucune preuve que ces fresques ou ces peintures représentent réellement des êtres ayant existé. Il y a des alternatives scientifiques qui pensent que c'est juste une forme d'art, ça peut être du chamanisme, de l'animisme, ça peut être des motifs inspirés par des drogues végétales ou bien d'autres choses. On n'a pas les éléments pour conclure à ce niveau-là. Alors après, on passe au Moyen-Âge et à la Renaissance. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se précise ? On a effectivement des textes qui parlent d'étranges phénomènes aériens. Alors de toute forme, parce qu'il y en a qui décrivent des disques, enfin plutôt des boucliers en feu, Kepi Ardentes, qui se déplaçaient. On trouve ça dans des vieux textes, par exemple de Julius Obsakiens, qui était un écrivain romain qui a, sur les 2 siècles avant Jésus-Christ, compilé toute une sorte d'événements étranges, et on voit de temps en temps ces phénomènes aériens. Mais là aussi, c'est controversé parce que c'est des textes dont c'est difficile de retrouver la source exacte puisque c'était des compilations.
Il y avait beaucoup de superstitions et de magie à l'époque. Et quand on voit une description d'un de ces boucliers ardents qui traverse le ciel de manière rectiligne, on n'a pas de comportement intelligent. Donc ça pourrait être tout simplement un météore. Néanmoins, dans certains cas, on trouve des descriptions de phénomènes qui semblent avoir des comportements intelligents, puisque ils atterrissent, ils redécollent, ou ils font des virages en plein vol. Donc, sur ces textes-là, ça a creusé un peu plus. Oui, et puis il y a tous ces tableaux mystérieux qu'on retrouve, il y a beaucoup d'illustrations dans votre livre, ces tableaux mystérieux, la fresque du monastère de Visoki Dekani, où on voit vraiment représenter des petits bonhommes dans des soucoupes volantes, on peut dire, ou dans des disques volants. Donc, c'est se poser la question quand même comment ces gens-là pouvaient dessiner des choses qu'ils ne pouvaient pas connaître. Oui, concernant le monastère de Visoki Dekani, en fait, quand à gauche et à droite d'une représentation du Christ, on voit effectivement deux personnages qui semblent voler dans des appareils. Cependant, des spécialistes de l'histoire médiévale disent qu'en fin de compte, ces représentations très souvent placées à gauche et à droite de la croix du Christ étaient des représentations symboliques de la Terre et de la Lune. Et comme on le retrouve sur plusieurs tableaux de l'époque, a priori, c'est cette explication-là. Avec des petits bonhommes à l'intérieur. En fin de compte, dans d'autres représentations, on trouve le visage de la Lune, enfin la Lune, on va dire humanisée, le Soleil avec un visage humain, des fois c'est représenté sous forme de comète, et parfois dans des formes effectivement qui ressemblent à des disques, comme s'ils avaient un système de propulsion. Donc effectivement, il y a des grands débats d'iconographie religieuse sur ces fresques-là. Et sur d'autres sujets aussi, puisque dans les siècles qui suivront, où la raison va supplanter un peu les superstitions, surtout à partir du siècle des Lumières, on va avoir des observations un peu plus documentées, notamment un peu plus loin dans le livre de Charles Fort, qui était un écrivain américain qui relatait tous les phénomènes expliqués par la science. On va avoir des observations tirés de journaux scientifiques qui vont décrire des objets volants géométriques à une époque où il n'y avait pas d'aviation. Alors ça, c'est en 1919, le livre des damnés. Mais comment ça se fait qu'il a appelé ça le livre des damnés? Parce qu'il appelait tous les faits inexpliqués par la science, il les appelait les damnés. Et dans son livre, il relate des faits qui pourraient paraître étranges à l'époque, mais qui sont expliqués maintenant, comme les pluies de pierres, les pluies de poissons. Alors par exemple, ça peut être des trombes qui soulèvent l'eau d'un étang et son contenu et qui vont le rejeter ailleurs. Même il y a quelques années, on a encore des cas qui sont manifestés dans le monde. Après, il décrit toute une chute d'objets étranges. Alors on a parfois des haches, des bigorneaux, de la paraffine, on a des pluies colorées. Ça c'est un phénomène qui existe toujours de nos jours, mais qui est aussi explicable quand les nuages peuvent se charger de pigments, de terre, soulever de la terre colorée, des choses comme ça. Et parmi toutes ces observations dites inexpliquées, on trouve des objets volants géométriques. Alors par exemple dans le chapitre 24, il s'appelle disque volant. J'y croyais pas quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un canular, que dans un livre publié en 1919, on parle de disque volant, alors que c'était un concept moderne qui date plutôt dont le terme est écrit en 1947. On les appelait airships aussi, les vaisseaux volants, avant de s'appeler des soucoupes volantes. Un peu plus tard. Les airships. À la même période, une autre énigme s'est manifestée et elle a commencé en 1896 aux États-Unis. Précisément, c'est le 17 novembre à Sacramento qu'il y a plusieurs témoins qui ont commencé à décrire une lampe électrique en forme d'œuf qui survolait la ville. Il a même été reporté des voix. Et la source de cet événement, c'est le journal de San Francisco Call du 19 novembre 1896, où on peut retrouver facilement cette couverture qui s'appelle Strange Craft of the Sky et qui décrit un espèce de dirigeable avec des hélices et un projecteur puissant.
pas tout à fait. Il y avait des ballons depuis 1783, depuis le vol des frères Montgolfier en France, et puis après ça s'est développé partout dans le monde. Il y avait des dirigeables à partir de 1852. Le premier c'était Henri Giffard en France, et les premiers avions, c'était le premier d'ailleurs, c'était l'Éole de Clément Ader qui a volé à partir de 1890, entre 1890 et 1897. Oui, donc ça pourrait être un avion, puisque là on est en 96. Oui, sauf que à ma connaissance, le seul avion, l'avion le plus performant au monde, c'était celui-là, l'Éole. Déjà, il se situe en France et non pas aux États-Unis. Il a volé quelques centaines de mètres. Après, l'avion le plus performant, le premier avion motorisé, c'était aux États-Unis, c'était les Fairwright en 1903, qui ont réussi à faire voler le Flyer 1, et il a volé sur 260 mètres. Et donc il y avait pas d'aviation réelle à l'époque. Et ce qui est d'autant plus curieux concernant cette affaire de dirigeable, c'est que non seulement elle s'est pas cantonnée à ce jour-là à Sacramento, mais beaucoup de témoins l'ont rapporté en Californie, et puis à partir de 1897, ça s'est multiplié sur une vingtaine d'États. Et les sources qui nous l'indiquent, c'est les articles de presse qui ont été numérisés désormais sur des sites américains d'archives. Il y a des auteurs comme Jean Sider, dans son œuvre Études de l'airship de 1897, qui ont recueilli 1000 articles parlant de ces observations d'airship. Et après, il y a d'autres sites web spécialisés historiques comme airspaceMag.com qui ont retrouvé ces archives et puis qui s'étonnent de leurs caractéristiques de ces dirigeables. Donc je peux faire une rapide synthèse d'après tous ces éléments. C'est qu'ils avaient des projecteurs orientables qui parfois balayaient les sols, des lumières intenses qui pouvaient changer de couleur, des tailles qui variaient de 9 à 45 mètres de long, des apparitions majoritairement nocturnes, des fenêtres éclairées, ailes volumineuses, ils émettaient des grondements et des bourdonnements. Ils avaient aussi beaucoup de déplacements atypiques, en cercle contre le vent, en zigzag, demi-tour, par saut, et des vitesses généralement estimées entre 50 et 150 km par heure. Et parmi toutes ces caractéristiques, celles qui sont les plus en contradiction avec les performances des dirigeables et des avions de l'époque, c'est dans un premier temps les vols contre le vent. Parce que seul un dirigeable ou un avion peut voler contre le vent. Les ballons qui étaient déjà actifs aux États-Unis, ils ne peuvent que subir l'action des vents. Ensuite, il y avait une incohérence sur la vitesse et l'endurance de ces engins, parce qu'il était dit qu'ils volaient à 50 à 150 km par heure. Mais le record du monde, il était détenu par le dirigeable La France de Charles Renard et Arthur Constantin Krebs, qui en 1884 avait volé à 22 km par heure. Et de même, l'autonomie maximale était toujours détenue par le prototype d'Henri Giffard qui avait volé en 1852. Il avait volé sur 27 km. Et la question qui se pose, c'est si l'autonomie maximum mondiale est affaire à 30 km/h, comment se fait-il que ces observations d'airship se retrouvent sur une carte des États-Unis, ont été répertoriées sur une distance d'environ 1500 km? Ils avaient peut-être le vent dans le dos, hein. Bon, alors ça c'est la première vague, 1896-1918. Voilà, je passe rapidement d'autres incohérences. Il y avait les vols nocturnes, parce qu'à l'époque c'était très rare de faire des vols nocturnes. C'était inutile et c'était dangereux. D'ailleurs, sur un avion, le premier vol nocturne, c'était beaucoup plus loin après les faits. C'était Émile Aubrin, un Français qui avait volé en mars 1910 sur un avion avec des lanternes. Et après, il y avait des détails parfois complètement aberrants, comme des fenêtres éclairées ou des ailes parfois battantes sur cette première vague de dirigeables. Alors, on part en Sibérie, là, le 30 juin 1908, vers 7h du matin. Qu'est-ce qui se passe à Tunguska? Donc, il y a des témoins ont aperçu un objet dans le ciel. Et après, il y a une énorme explosion qui a dévasté une partie importante du périmètre et dont l'onde de choc a été ressentie à des milliers de kilomètres. Et au départ, on ne savait pas
savait pas ce qui avait pu se passer. Et les premières expéditions n'ont été envoyées que beaucoup plus tard sur la zone. Et il paraît que tous les arbres étaient calcinés comme s'il y avait eu une bombe atomique. Voilà. En fin de compte, au niveau du schéma de l'explosion, ça ressemblait à une bombe atomique. Et on le voit sur les photos. D'ailleurs, on voit des photos où les arbres sont très très inclinés. Et ce qui était très curieux, c'est qu'on n'a pas retrouvé l'impact. Parce que la première hypothèse a été de dire que c'était une météore ou un astéroïde, et donc il aurait dû tomber quelque part. Et on n'a jamais retrouvé ce point d'impact. Donc les hypothèses qui ont été faites, c'est qu'il pouvait s'agir d'une comète à noyau de glace. Et donc aurait explosé en altitude, et ce serait la raison pour laquelle on n'aurait pas retrouvé les impacts. Alors, est-ce que on fait la pause tout de suite pour passer à la deuxième partie de l'émission avec Los Angeles, la nuit du 24 au 25 février 42? On fait une mini pause? D'accord. Allez, c'est parti, je crois, ça va y aller. Tout le monde a reconnu cette musique, et c'est la deuxième partie de cette émission sur Au-delà du miroir, mais au-delà de la Terre, avec Franck Morin, les mystères du phénomène OVNI, de la préhistoire à nos jours. On a vu un peu ce qui se passait avant les années 40, quoi qu'en Suède, de 1933 à 1934, l'état-major suédois informe la presse d'observations d'avions fantômes sans marque, volant par tous les temps et d'équipés de projecteurs. Le pays crée un bureau d'études sur le phénomène. On ne sait pas ce qui s'est passé finalement dans ce bureau d'études. Ils ont donné des résultats. Ils en ont publié. Ils ont donné quelques caractéristiques de ces avions. Qui ressemblaient un peu à certains qu'on avait observés au préalable. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'ils pouvaient voler par toutes les conditions. Ils étaient toujours équipés de projecteurs. C'est une caractéristique qui avait été déjà observée en 1912-1913 dans une vague d'aéroplanes fantômes en Roumanie et en Russie. Et c'est notamment l'ufologue roumain Ionobana qui avait répertorié ces incidents dans une étude qu'il avait appelée des aéroplanes fantômes au-dessus de la Roumanie, où il avait cité des rapports militaires et qui stipulaient que des ordres de tir avaient été donnés pour essayer d'abattre ces intrus, donc sans les atteindre. Et les ordres de tir ont été donnés au moins dans 3 casernes différentes. Donc, ce qui laisse à penser qu'il ne s'agissait pas de confusion avec Vénus ou des nuages, comme certains voudraient l'affirmer. Donc, dans la nuit du 24 au 25 février 1942 à Los Angeles, il se passe quelque chose. C'est juste après l'attaque de Pearl Harbor. Oui, donc la côte américaine était sous tension pour diverses raisons, puisque en décembre 1941, donc il y avait eu l'attaque de Pearl Harbor, mais en plus il y avait des sous-marins japonais qui parfois émergeaient des côtes et qui tiraient sur des habitations, des complexes militaires. Ils avaient déjà attaqué très récemment un complexe pétrolier, celui d'El-Joud, et donc les Américains étaient sur les dents. Et ce jour-là, un engin s'est positionné au-dessus de Santa Monica avec un engin principal et d'autres qui tournaient autour. Donc les Américains les ont pris sous le faisceau des projecteurs et ils l'ont canardé. Ils ont tiré 1400 obus de 6 kilos dessus, sans qu'il y ait aucun effet, puisque l'objet restait stationnaire à peu près pendant 1 heure. Et en même temps, il y avait des boules lumineuses qui se déplaçaient rapidement entre les salves. On peut retrouver ces éléments dans les articles de journaux de l'époque et des rapports militaires. Certes, les rapports officiels militaires ont conclu qu'il s'agissait d'engins commerciaux ou d'une confusion avec des agents commerciaux ou un aéronef propulsé par un porte-avions japonais, mais les positions des porte-avions japonais ne le confirmaient pas. Et donc, c'est un élément qui reste inexpliqué. Ce
qui est curieux dans ce cas, c'est le fait que ce soit un engin stationnaire. À l'époque, seuls les hélicoptères qui commençaient juste à être produits pouvaient éventuellement produire cet effet. Aucun avion n'avait la capacité de faire des vols stationnaires avant les arrières britanniques vers les années 1966. Et surtout pas d'encaisser 1400 obus. En 2015, Boeing a déposé un projet pour un champ de force répulsif. Mais même à cette époque-là, c'est un système qui projette des ondes pour dévier la trajectoire d'un projectile. Et encore, c'est qu'expérimental et c'est en 2015. Donc voilà pourquoi ce dossier est considéré comme intriguant. Alors, la naissance du terme soucoupe volante date du 24 juin 1947. Tout à fait. En fin de compte, c'est un pilote privé nommé Kenneth Arnold. Donc les ufologues connaissent bien sûr ce cas. Donc je m'appesantirai peut-être pas trop dessus, juste pour donner quelques éléments techniques. Donc il survolait le Mont Rainier à la recherche d'un avion qui avait été perdu et sur lequel il y avait une prime qui était offerte pour sa découverte. Et en se promenant dans la région, il aperçoit soudain 9 objets. Donc 8 engins circulaires avec une pointe à l'arrière, dont il va faire une description dans un rapport à l'Air Force, et un en forme de croissant. C'était le 24 juin 1947, et dont il a estimé la vitesse à 2000 km par heure. Il a fait ce calcul avec les positions des monts, donc dont il connaissait la distance. Alors au départ, Arnold pensait qu'il s'agissait peut-être d'engins américains, et puis il s'est dit oui, c'était peut-être finalement des engins russes, parce qu'effectivement la guerre froide avait commencé depuis 1946, année à laquelle on a pour la première fois prononcé le mot de rideau de fer. Et il a essayé de contacter le FBI qui était fermé, et finalement il tombe sur 2 journalistes locaux à qui lui proposent d'écrire un article. Les journalistes se trompent quand Arnold dit que ces objets ricochaient comme des soucoupes. Ils confondent le mouvement et la vitesse. Bon, quoi qu'il en soit, l'information est reprise, et notamment par l'Associated Press, qui est un peu le média national à l'époque, et ça va être très fortement médiatisé. Et créé donc le terme flying disc, disque volant, ou flying saucer, soucoupe volante. Et dans la science-fiction, ils apparaissaient pas avant? Vous n'avez pas été voir? Si. Parce qu'effectivement, certains partisans de l'hypothèse psychosociale disent qu'en fin de compte, si à cette époque, les gens disaient massivement voir des soucoupes volantes, c'est parce qu'ils avaient été influencés par le cinéma. Mais c'est pas possible, puisque les 2 premiers films évoquant le terme de soucoupe volante datent de l'année 1950. C'est The Flying Saucer, et après The Flying Disc Man from Mars, où un extraterrestre nommé Mota vient sur Terre, un martien. Mais avant, on n'a aucune description dans le cinéma de ces soucoupes volantes. Et même, d'ailleurs, c'est plutôt après, à partir des années 51, 53, par exemple, avec la guerre des mondes, ou plutôt en 1956, avec les soucoupes volantes Attack de Fred Sears, que là, va y avoir une profusion de films sur le sujet. En tous les cas, dans la littérature, on trouve, il y a eu des milliers de journaux qui s'appelaient les pulps, étaient consacrés à la science-fiction entre 1920 et 1950, et on trouve parfois quelques descriptions de soucoupes volantes, mais c'est ultra minoritaire. Et peut-être une vingtaine sur plusieurs milliers de nouvelles publiées. Donc a priori, c'est qu'une coïncidence, et ça m'apparaît insuffisant pour pouvoir créer une contagion. Alors de juin à août 1947, là ça commence à se préciser, des rapports d'OVNI affluent de tous les États-Unis. Une étude de Ted Blocher, publiée en 1967, révèle 850 cas pour la seule période de mi-juin à mi-juillet 1947. Qu'est-ce qui se passe? C'est une épidémie? Tout le monde veut en voir? Tout le monde en voit? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, une bonne base est le travail de Ted Blocher, qui a entrepris de récupérer tous les articles de journaux pendant un mois
du 15 juin au 15 juillet 1947. Tous les journaux les articles qui parlaient d'observation d'OVNI. Il en a trouvé 850 dans 140 journaux américains et dont 250 apparaissent multidocumentés. C'est-à-dire que dans cette configuration, on a des éléments qui indiquent un haut degré de crédibilité. C'est-à-dire qu'on a plusieurs témoins réunis, parfois jusqu'à plusieurs dizaines, des foules. On a des officiels, des notables, des scientifiques, des policiers assermentés. Et donc, on peut s'interroger sur les faits observés. Les témoins, contrairement à l'idée généralement reçue, n'observent pas que des soucoupes volantes. En majorité, peut-être 50-60%, mais sinon, il y a aussi des cigares, des sphères de taille très variable, tous ces objets. On a des objections inférieures à 1 mètre, mais parfois plusieurs fois supérieures à celles des avions de ligne. Et 2 ans plus tard, à Norwood, on va voir même un objet estimé d'une taille estimée supérieure au kilomètre. Et les performances de ces engins sont tout aussi étonnantes, puisqu'on parle de vitesses très rapides, voire inconcevables, des acrobaties aériennes, des virages angle droit, des apparitions, des disparitions, en rappelant qu'à l'époque, le record mondial de vitesse était fixé par un Bell X1 qui, le 14 octobre 1947, avait passé le mur du son. Donc, c'est-à-dire 1224 km par heure. Et là, il avait volé un peu plus, vers 1300. Des pilotes vont décrire à partir de cette période des vitesses délirantes plusieurs fois supérieures à ces chiffres. Bon, j'en parlerai plus tard. Et donc, pour expliquer toutes ces observations d'OVNI et d'appareils inexplicables, il y a plusieurs approches qui ont été formulées. L'hypothèse psychosociale, qui pense qu'en fin de compte les gens se sont tout simplement trompés, qu'ils auraient pu être influencés par le témoignage de Kenneth Arnold qui avait été médiatisé. Mais l'hypothèse apparaît peu vraisemblable parce qu'il y a eu d'autres témoignages avant Kenneth Arnold et d'autre part, effectivement, il y a tous les éléments que j'ai cités qui tendent à montrer que c'était pas que des illusions ou des confusions. Après, très rapidement, l'US Air Force et les autorités ont pris position sur le phénomène OVNI. Ils ont fait opérer un déni systématique de toutes les apparitions. Par exemple, l'US Air Force publie le rapport Grudge en 1949. Voici la conclusion. Je cite: toutes les analyses indiquent que les observations d'OVNI résultent d'une méprise avec des objets conventionnels, d'une forme d'hystérie collective et de nervosité, d'individus qui inventent ces observations pour faire des canulars ou se rendre intéressants, ou de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Voyons. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que l'armée américaine, enfin surtout l'US Air Force, a toujours dénié le phénomène OVNI, mais dès 1947, des archives déclassifiées démontrent qu'intérieurement, elle en pensait tout le contraire. Donc, je vais vous citer un autre document qui s'appelle Opinion Concerning Flying Disc, rapport du général Nathaniel Twining, commandant de l'Air Force Material Command, daté du 23 septembre 1947. Donc là, on est juste quelques semaines après le début de la vague. C'est des documents, tous ceux que je cite, qui sont légalement déclassifiés et que vous pouvez retrouver sur le net avec les titres. Alors, je cite ce rapport. Nous considérons que le phénomène rapporté, donc les disques volants, est une chose réelle, fictive ou non résultant de vision. Il existe des objets dont la forme approximative est probablement celle d'un disque, d'une dimension appréciable telle qu'ils apparaissent aussi grands que des avions de fabrication humaine. Il existe la probabilité que certains de ces incidents aient pu être produits par des phénomènes naturels tels que des météores. Et après, ce document liste les caractéristiques de ces objets. Donc je les cite: taux de montée extrême, grande maniabilité, des actions évasives, possibilité que ces objets soient contrôlés manuellement, automatiquement à distance, surface métallique ou réfléchissant en lumière, absence de traînée d'échappement, forme circulaire ou elliptique, vol en formation, généralement aucun bruit associé, et des vitesses supérieures à 500 km/h. Donc là, on voit à l'étude de ce document que, contrairement à ce qu'ils en disaient publiquement, on ne parle pas d'hallucination, de cas psychiatrique ou de nervosité. Là, on a une description très précise de ces appareils. Et c'est la position
de l'US Air Force. Ils hésitaient entre deux hypothèses. Soit ces objets provenaient de Russie. Ah oui, ils pensaient que c'était des espions. Oui. Oui, parce qu'en fin de compte, à l'époque, quand on étudie les budgets militaires mondiaux, il n'y a pas beaucoup de pays qui pourraient se permettre de survoler impunément le territoire américain. La Russie était le pays le plus avancé militairement au monde, et après l'étude militaire démontre que c'est le Royaume-Uni et la France. Bon, on imagine mal un de ces deux pays. Par exemple, la France allait construire une armada de soucoupes, de cigares et de sphères pour aller survoler les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'affaire Mantel, là? C'est-à-dire le 7 janvier 48, ce chasseur F-51 qui essaye de les poursuivre et qui disparaît. Bon, c'était plusieurs avions qui étaient réunis et ils ont aperçu donc une sorte d'objet en hauteur. Et les premiers chasseurs sont restés à une distance raisonnable, mais le capitaine Mantel, lui, essayait de l'approcher. Et il est monté à 5000 mètres. Est-ce qu'un avion peut monter à 5000 mètres d'habitude, oui? Actuellement, oui. Et à l'époque? Parce que, enfin, je peux vous dire actuellement, les plafonds des avions de ligne, c'est entre 10 000 mètres. La dernière fois que j'étais à Skopje, j'ai vu des plafonds à 12 ou 13 000 mètres pour des avions civils. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il faudrait vérifier à l'époque sur cela. C'est une bonne remarque, mais théoriquement, oui. Enfin, il est monté à 5000 mètres, mais il a éclaté là-haut. Il n'est jamais redescendu. Oui, il n'est jamais redescendu. Alors, effectivement, son avion a explosé et les débris ont été retrouvés sur une large surface. Et donc, il y a eu plusieurs hypothèses. Soit il a manqué d'oxygène, soit il a perdu le contrôle de l'appareil, ou soit un objet non identifié aurait pu le toucher. Quoi qu'il en soit, ce qui est très curieux, c'est que c'est ces dernières communications où il parle de la description d'un objet et enfin d'un appareil volant et non pas d'un ballon sonde comme certaines thèses voulaient le supposer. Alors on a vu une vague qui allait de 1896 à 1916, une autre de 1947 à 1953, disons, et là on a la vague mondiale de 54. Ça reste pas aux États-Unis, ça va un peu partout. Ah oui. Il faut savoir que à partir de 47-48, il y a aussi des incidents très surprenants puisque tout le complexe nucléaire américain avait été survolé par des objets volants non identifiés. Et c'est des documents déclassifiés qui le certifient. Par exemple, Protection of Vital Installation, document du FBI daté de 49. Et à partir de cette date, on va avoir des rapports de phénomènes aériens non identifiés venant de toutes les parties du monde. Et avec une pointe effectivement en 1954. Alors on pourrait ici les pays les plus touchés, c'était la France et l'Italie. Et la source principale sont les articles de presse. Les articles de presse de la presse quotidienne régionale ou alors la presse nationale qui relatent des observations partout en France. Alors quelques titres: Le Midi Libre, 25 septembre 1954, le ciel de France est sillonné de cigares et de soucoupes voyantes. Quand on va dans la description de ces articles, on s'aperçoit que les faits sont relatés parfois par des personnes en groupe, ou alors de multiples témoins sur un même lieu qui ne se connaissent pas mais qui rapportent les mêmes événements. Et on a des événements très variés. Par exemple, à Metz, le 20 octobre, un chauffeur de camion dit avoir été paralysé par un cône volant. Sean Brunner observe une Loer qui lui barre la route. Ses mains sont paralysées sur le volant. Son moteur s'arrête à 10 mètres. Il voit un engin en forme de cornet à base phosphorescente s'élever en hauteur. Oui, où c'est la Nouvelle République. En première page, une soucoupe volante se pose dans un jardin à Bergerac, en première page. Ça fait rêver tout ça à l'époque. Donc ça, c'est 1954. Disons que, pour être plus précis, en France, ça s'est étalé principalement de septembre à novembre. Et ça a été, à ma connaissance, la plus grosse vague d'observation jamais connue en France. Il y en avait tellement que parfois, certaines journées, il y avait plus de 10 observations
répartis sur la France, à des endroits qui n'étaient pas très proches. Alors comment vous expliquez qu'en 2017, il y a pratiquement plus personne qui se souvienne de ça? Parce que l'étude de ces archives historiques sur les phénomènes aériens inexpliqués est pas un sujet qui est très prisé par les médias mainstream en général. Et donc il faut aussi avoir la volonté d'aller chercher ces articles et aussi de travailler dessus, de les recouper, parce qu'il faut aussi dire que comme il y avait énormément d'observations, il y a quelques canulars qui se sont ajoutés. Et des rigolos qui s'y sont mis. Oui, comme à chaque vague, il y en a toujours un qui profite des événements pour différentes motivations, pour passer dans les médias ou pour essayer de faire des farces. Et il y a des lignes éditoriales différentes. Dans un journal peut avoir une ligne sérieuse, neutre, ou alors il peut avoir une ligne sensationnaliste. Et donc là, il peut enjoliver les événements. Donc, c'est le travail de historique consiste à effectivement recouper tout ça, essayer de faire le tri entre le vrai ou le faux, mais même avec toutes ces réserves, on s'aperçoit qu'il y en avait quand même de multiples observations et aussi des observations, ce qu'on appelle des RR3, rencontres rapprochées de type 3, donc c'est des rencontres avec une présumée créature. Alors, il était décrit parfois des petites créatures en scaphandre avec des têtes disproportionnées. C'était très varié. Mais rien que cette vague, elle recoupe une centaine de R3, c'est-à-dire le tiers environ de ceux observés en France. Alors, de 1965 à 1969, une nouvelle vague mondiale qui, elle, va être peut-être plus sur l'Antarctique et l'Amérique du Sud, c'est ce que vous pensez? Oui, alors elle commence dans des endroits insolites, puisque c'est des équipes de scientifiques, et notamment des Britanniques ou des Chiliens, sur des bases qu'il y a à la pointe de l'Antarctique, qui vont rapporter des observations d'OVNI, parfois en soucoupe ou en boule, et avec plusieurs témoins. Et le phénomène semble remonter vers le nord du continent, puisque on va en signaler dans certains pays d'Amérique du Sud et ensuite jusqu'en Amérique du Nord, à la fin de l'année 1965, et avec des pannes de courant inexplicables aussi. Alors le Canada, et puis un peu une vague en Europe de l'Est aussi. Il semblerait que l'Asie soit un peu épargnée à cette époque-là. Parmi les auteurs qui ont travaillé sur les observations d'OVNI en Asie, alors déjà on peut parler de la Russie. En fin de compte, il y a eu un pic dans les années 65-70 d'observations. Au départ, il y avait un blackout sur ce sujet-là, parce que faut dire que c'était c'est un pays dictatorial très fermé. Et puis après, peu à peu, certains journaux comme la Pravda ou Zestia ont commencé à en parler, et certains organismes scientifiques comme les observatoires astronomiques ont commencé à publier des rapports. En Chine, on peut citer les travaux de l'ufologue franco-chinois Shibo, par exemple, qui s'appelle La Chine et les extraterrestres, qui nous reporte toute une série d'observations que lui ont fait des témoins, des militaires ou des archives de l'époque. Il y a dans cet ouvrage, il y a des faits qui sont mal documentés parce que quelquefois on n'a qu'un témoin qui est perdu, qui est anonyme. Mais ce qui est curieux, c'est que dans certains cas, c'est des casernes entières qui ont observé des phénomènes aériens non identifiés, toujours géométriques, avec des comportements intelligents, avec des formes comparables à celles de l'Occident. Et parfois même, le 24 juillet 1981, c'est un objet volant un peu en forme de losange qui émettait une spirale de lumière qui a été observée par des milliers de témoins sur différentes provinces chinoises. Donc après, il y a un chapitre avec 1970, 1989, on va faire juste un souffle, parce que l'intérêt, ça serait d'arriver à nos jours. Juste 30 secondes de musique. Voilà, et on poursuit parce que Franck Morin a encore pas mal de choses à nous dire sur ce mystère du phénomène OVNI sur l'antenne d'IDFM, de la préhistoire à nos jours.
On arrive à 1989-1991, la vague d'OVNI en Belgique. Petit pays, la Belgique, mais qui a été pas mal visité, hein. Oui. Ça a commencé le 29 novembre 1989, où deux gendarmes, donc Monsieur Nicole et Van Montigny, se trouvaient dans la région de Pin, et ils observent une plateforme triangulaire pourvue de 3 phares et d'une lumière rouge intense au centre. L'objet se situe à 120 mètres au-dessus d'une prairie, et donc en hauteur, et à 130 mètres des deux gendarmes. Et cet objet se déplace silencieusement. Donc les gendarmes préviennent leurs collègues et reviennent ensuite suivre l'objet, qui trouve stabilisé au-dessus de la tour de Gilep. Et il va se passer un spectacle pour le moins curieux, c'est-à-dire qu'il va émettre de chaque côté de longs faisceaux lumineux rougeâtres aux extrémités marqués par des boules rouges. Et les rayons vont disparaître, mais les boules rouges vont subsister à cette extrémité et à ce moment-là vont retourner vers l'aéronef. Elles tournent autour puis elles s'évanouissent. Et le phénomène s'est répété plusieurs fois. Et à la fin, un second appareil, donc doté d'une coupole et de fenêtres, est aussi observé émergeant derrière ces sapins. La source de cette description, c'est le croquis et les interviews des deux gendarmes, donc cités par Auguste Messen, donc qui était un scientifique qui travaillait à la SOBEPS, donc une organisation ufologique belge qui a recueilli 2000 témoignages à l'époque, dont 600 interviews. Voilà un peu pour... Oui, on va peut-être avancer un peu. Donc on va laisser les années 90-2010 parce qu'on n'aura pas le temps. C'est dans votre livre, c'est bien documenté, et on arrive aux années 2010-2016. On est en plein temps, disons 2017 aussi. Alors qu'est-ce qui se passe depuis? Est-ce que ça évolue dans le même sens, ou comment ça se passe depuis 2010-2016? Bon, on va dire que ça se diversifie parce que on avait à la fois des vagues qui pourraient durer très longtemps, comme par exemple cette vague belge qui a duré presque 3 ans. Et là, on dirait qu'il y a toujours des observations de phénomènes ovni dans le monde, mais elles se délocalisent. On en a un peu plus en Russie, en Asie, par exemple à Pampanga, Philippines en 2015. Il y a des objets volants massifs qui ont été observés et filmés. Mais on dit justement qu'on a absolument aucune preuve sur un film ni une photo qui soit valable. Est-ce que le dossier des photos et des films en ufologie est complexe, mais j'ai essayé de résumer très rapidement. La base mondiale de photos d'OVNI est estimée à 4 ou 5 000 clichés. Contrairement à ce qui se dit, on a certains qui sont très nets. Après, même si on a une photo très nette d'un objet atypique, par exemple une soucoupe ou un cigare qui était des formes qui sont théoriquement pas reproductibles, et il convient après d'analyser, voir si ça n'a pas été truqué. On peut déterminer si pour une photo argentique ou voire même numérique avec certains outils, si ça n'a pas été retouché. Mais après, il y a d'autres formes de fraude aussi. Donc la photo, le fait qu'une photo soit totalement sans défaut et non contestable n'est jamais acquis. Alors donc depuis 2010. Donc, en résumé, une photo, une vidéo n'est pas une preuve et elle doit être accompagnée de témoignages ou d'autres éléments qui la recoupent, comme par exemple des enregistrements radar. Alors depuis 2010, ça se passe. Vous dites qu'il y a une délocalisation du phénomène. Par exemple, en 2008, on a eu une mini-vague qui a duré pas longtemps, mais c'est dans la ville de Stephenville aux États-Unis, où des centaines de témoins ont rapporté avoir vu un objet géant de 1 mile de long. 1 mile, c'est 1 km 609, d'après leurs estimations, et on est sur une taille délirante, parce que les plus longs avions jamais construits au monde ne dépassent pas 100 mètres de long ou 100 mètres d'envergure. Par exemple, l'Airbus A380 ou l'Antonov AN225 ou le Hugh C4 Hercules qui a volé qu'une fois faisaient partie de cette catégorie. Mais aucun ne dépasse 100 mètres. Alors comment est-il possible qu'on ait taille pareille? On pourrait penser à des simulacres avec de l'holographie. Mais même de nos jours, il y a quelques startups qui ont réussi à faire des hologrammes aériens
mais c'est que des petits motifs, et on les imagine mal produire un engin de cette taille. Okay. Donc, c'est pour ça que ces éléments restent inexpliqués et sujets à débat. Alors, vous avez une deuxième partie avec les caractéristiques et comportements du phénomène OVNI, et une troisième sur le comportement aérien. Donc ça, c'est complètement technique pour ceux que ça intéresserait. Et puis une dernière partie avec les hypothèses qu'est-ce que c'est donc les hypothèses sceptiques et rationalistes. Toute une partie de votre livre et que les hypothèses, est-ce que vous pouvez les résumer? Oui, parce qu'elles ont chacune évolué récemment, on va dire depuis les années 2000. Dans les années 50, les hypothèses sceptiques étaient parfois un peu basiques, puisque des tenants assez connus de cette hypothèse, comme Philippe Giclas ou l'astronome Howard Menzel, allaient voir des pilotes pour leur dire qu'ils avaient confondu un objet volant avec un insecte qui était rentré dans leur cockpit, ou qu'ils avaient confondu avec la Lune, ou des choses comme ça, alors qu'il y a des enregistrements radar. Et depuis, les thèses sceptiques se sont un peu plus approfondies et travaillées. Donc, de nos jours, il y a de nouveaux facteurs modernes qui peuvent constituer des facteurs de confusion. Avec les drones, ça c'est sûr. Les drones, les lanternes thaïlandaises. En Russie, il y a par exemple certains qui lient des lanternes thaïlandaises par des câbles, ce qui peut donner une forme géométrique. Bon, c'est illégal. Il y a des cerfs-volants munis de LED. Internet est rempli de canulars vidéo. Donc tout ça implique c'est pas insurmontable, parce qu'il y a des sites qui sont spécialisés dans la démystification de ces canulars, mais ça change un peu la donne. Les hypothèses militaires, elles ont été, pour être recevables, il faut qu'elles arrivent à démontrer comment, en 1947, des engins, comment on pouvait construire des engins qui se déplacent au-delà de 10 000 km/h, puisqu'on a des enregistrements radar de ce niveau. Par exemple, en 1952, quand à Washington, les radars des aéroports civils et militaires ont repéré des objets volants non identifiés, ils en ont calculé qui se déplaçaient à plus de 11 000 km/h, à une époque où le record mondial était de 1300. Alors, même de nos jours, le vol habité, le vol habité le plus performant de l'atmosphère, c'est une fusée X-15 qui a fait 7200 km/h. Donc la thèse militaire, elle ne peut reposer que sur une découverte assez tôt dans l'histoire de technologies révolutionnaires. Il n'aurait pas fallu uniquement trouver un moyen qui permette d'aller très vite, mais aussi d'expliquer d'autres performances inexplicables, parfois constatées lors des observations d'OVNI, comme des virages angle droit à pleine vitesse, des changements de couleur, des changements de forme, des accélérations fulgurantes et bien d'autres. Alors, il y a quand même l'hypothèse extraterrestre. Oui. Parce que bon, il y a peut-être des gens dans ces soucoupes. Oui. Si on part de l'hypothèse extraterrestre, en fin de compte, le mot est peut-être mal choisi parce que ça suppose que ça vient d'une autre planète, donc ça ne couvre pas le champ de tous les champs d'hypothèses. Mais on va partir sur l'idée d'une ou plusieurs intelligences venant d'ailleurs. Et là, cette hypothèse se découpe même en plusieurs écoles de pensée, puisque certains pensent à l'hypothèse HET1, donc hypothèse extraterrestre de niveau 1, c'est-à-dire des engins et des créatures matérielles. La principale objection apportée à cette hypothèse, c'est comment est-ce que, au vu des distances spéciales, comment est-ce que d'autres êtres parviendraient à s'affranchir de ces distances. Là, seule la science-fiction ou la science théorique peuvent envisager des hypothèses comme passage par des trous de verre, ou alors des téléportations ou autres. Enfin, on peut tout imaginer. Avec la physique quantique, tout est dans tout, hein, donc on pourrait très bien aussi être dans des multivers et avoir des portes. Tout à fait. Des portes, des warps, des portes spatio-temporelles. Et je vais rappeler le projet de Stephen Hawking qui s'appelle le Starshot, qui consiste à envisager des nanosondes vers la première étoile qui est située à 4 années-lumière, donc Alpha du Centaure,
Et ils pensent en propulsant par laser, elle mettrait 20 ans pour y arriver. Ce qui nous amène à dire que si jamais d'autres êtres intelligents sont dans l'univers et plus avancés que nous, d'abord il y a de grandes chances qu'ils nous observent avec des télescopes, puisque c'est ce qu'on va pouvoir faire avec le télescope James Webb à partir de 2018. En observant des détails beaucoup plus précis sur des exoplanètes que Hubble. On est filmé alors. Oui, c'est même possible. Enfin, c'est possible. Mais il est même aussi possible que, comme c'est compliqué d'envoyer un corps biologique d'une planète à l'autre, la première phase aurait sans doute considéré envoyer des sondes. Des mini-sondes ou des sondes plus importantes, déjà pour voir ce qui se passe. Alors vous avez parlé de Stephen Hawking tout à l'heure, mais il nous met en garde contre toute tentative de contact avec une potentielle civilisation extraterrestre, évoquant l'existence possible d'organismes vivant dans l'univers, qui pourraient, par exemple, sous forme de micro-organismes, végétal, fongique ou animal. Il estime que face à une autre intelligence plus évoluée, nous serions tels les Indiens d'Amérique devant Christophe Colomb. Donc il y a aussi des gens que ça fait peur, les ovnis. Alors, il y a dans votre livre, vous parlez des phénomènes d'enlèvement, de disparition d'engins, de disparition humaine, ces phénomènes aussi de mutilation de bétail. Enfin bon, c'est un livre qui est très documenté. Et quelle serait l'alternative à l'hypothèse extraterrestre? Et peut-être des gens qui viennent de chez nous, hein? Alors, effectivement, depuis les années 2010 et même un peu avant, il y a d'autres théories, on va dire métaphysiques, qui ont proposé des alternatives. Elle ne repose pas sur des preuves scientifiques, mais c'est intéressant d'écouter les auteurs qui en parlent, d'autant plus qu'ils développent une argumentation parfois assez étayée. Et puis ça nous ouvre l'esprit sur d'autres choses. Alors pour la première, on a l'idée d'une conscience collective. C'était un peu le concept du psychanalyste Carl Ernst Jung, mais cette fois qui aurait pris forme. Donc une sorte d'égrégore. Oui, ça viendrait de notre esprit. Voilà. D'où le fait que quand il y a une personne qui en voit un, il y a plein de gens qui voient la même chose. Ça ferait partie des archétypes. Ouais. Et en extension à cette thèse, il y a les auteurs du livre OVNI et Conscience qui développent l'idée d'une matrice conscientielle. Avec des notions parfois un peu complexes d'interaction entre le passé et le futur. Franck Morin, est-ce que vous en avez vu, vous, des ovnis? J'ai jamais vu de phénomène aérien avec un comportement intelligent et qui soit complètement décalé par rapport à nos normes. D'accord. Que des phénomènes naturels, mais jamais d'observation. Ok, d'accord. Non, mais je pose la question à tous ceux qui font qui s'occupent un peu d'ufologie. Donc, votre conclusion, c'est c'est une hypothèse multicausale. Ça serait intéressant de voir la conclusion. Est-ce qu'il y a une phrase type? Non, vous avez pas dans votre livre, vous avez pas de citation ni quoi que ce soit. Est-ce que vous auriez une citation, quelque chose ou une phrase pour terminer cette émission? Je dirais que quand on étudie les phénomènes ovnis, il est préférable de pas avoir d'idées préconçues quand on étudie un cas. Parce que la plupart du temps, les statistiques le montrent, ce sont des phénomènes qui sont élucidés. Par exemple, pour le GEPAN, donc qui est la rattaché au Centre national d'études spatiales en France, selon les époques, 9 à 20% des cas sont inexpliqués. Pour le GARPAN au Canada, c'est 13%. En 2015, le MUFON a relevé 15 000 cas inexpliqués dans le monde. Au vu de ces éléments, il y a toujours une explication pour la majorité des cas, mais il reste effectivement une fraction irréductible qui est documentée par des rapports militaires, des témoignages concordants, parfois agrémentés de photos et de vidéos, et c'est ce qui fait l'intérêt de l'énigme. Mais il ne faut pas hésiter à bien étudier en profondeur les cas, parce que parfois c'est les petits détails qui vont nous orienter vers chacune des pistes, et puis pas hésiter à consulter toutes les approches qui sont publiées sur l'étude d'un cas OVNI pour en avoir une vision générale. Donc les mystères du phénomène OVNI sont publiés aux éditions de la Vallée Heureuse et vous vous appelez Franck Morin, M-A-U-R-I-N. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans toutes les librairies.
Et sinon, personnellement, vous avez une page Facebook ou quelque chose? J'ai un compte Facebook, Franck Morin, auteur, et puis je fais régulièrement des interventions sur le sujet. Et les prochains, c'est où? À Nurea TV pour vendredi prochain sur le thème des mutilations animales. D'accord. Ça, c'est encore une grosse histoire, ça. Hein. Est-ce qu'il y en a, juste en 2 mots, est-ce qu'il y en a en France des mutilations animales? Parmi les cas que j'ai enquêtés, j'ai pas retrouvé de source. Ouais, c'est très américain. Oui, enfin, il y en a qui parlent d'événements en France, mais j'ai pas retrouvé les articles de presse. Alors que peut-être entre-temps, il y en a on va en reparler, et si ils peuvent me mettre des liens. Ben voilà, s'il y a des gens. Sinon, j'ai relevé des cas effectivement aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, dans d'autres pays. Mais bon, c'est un dossier très technique. C'est trop complexe pour ceux qui le suivront quand on en parlera. Vous verrez que c'est particulièrement complexe, et donc il faut aborder chaque thèse et tous les éléments qui vont avec. Nureva TV, N-U-R-E-V-A. N-U-R-E-A. TV, et ça sera ils font une soirée anniversaire vendredi prochain, et là moi j'interviendrai de 23h à 1h du matin. D'accord, mais ça sera peut-être après, on pourra peut-être le réécouter par la suite. Oui, après ça sera mis sur le net, donc au même titre que cette émission là, que vous retrouverez en podcast sur l'antenne d'IDFM ou sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup, Franck Morin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.